Le Burkina Faso peut désormais compter sur 2 centrales solaires photovoltaïques dans la production d'énergie électrique. Ces 2 centrales installées à Kodeni et Apa ont été officiellement mises en service par le Premier ministre. Les détails à suivre dans un instant. À l'Assemblée législative de transition, les députés ont donné leur aval pour le budget de l'État exercice 2024. Ce budget se chiffre à plus de 3019 milliards de francs CFA avec un déficit de plus de 675 milliards. Pour combler ce manque, l'État compte faire recours à la dette. Dans ce journal, nous parlerons aussi de transplantation rénale, un processus qui consiste à remplacer un rein défectué par un rein sain prélevé sur un donateur. Des personnes souffrant de l'insuffisance rénale ayant subi une transplantation partagent leurs ressentis avant et après l'opération. Bonjour et merci de rester fidèles au programme de True TV. Nous ouvrons ce journal par ce remaniement ministériel. Le chef de l'État a procédé ce 17 décembre à un remaniement ministériel. Le capitaine Ibrahim Traoré a opéré des changements dans le gouvernement. On note le changement de 6 ministres, 3 entrants et 3 sortants. Le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est désormais ministre d'État avec le départ de Olivia Rwamba du ministère en charge des Affaires étrangères. Écoutons Jacques Sosten Dingara, précédemment secrétaire général du gouvernement, nommé ministre en charge de l'Éducation nationale. Tenir essentiellement peut-être 6 points. 6 points dans cette nouvelle configuration, dans ce remaniement. Le premier point, c'est l'arrivée donc de M. Karamoko Jean-Marie Traoré comme ministre donc, en charge des Affaires étrangères, autrefois ministre délégué en charge de la coopération régionale. Vous avez l'arrivée de M. Yacouba Zabri Gouba, qui occupe désormais le portefeuille du ministère en charge donc, des mines. Troisième innovation, vous avez donc l'arrivée de M. Jacques Sosten Dingara, précédemment secrétaire général du gouvernement, qui occupe désormais le portefeuille du ministère en charge de l'éducation. Et quatrièmement, vous avez l'arrivée de Mme Stella Eldine Cabré, qui occupe désormais le portefeuille donc, du ministre délégué en charge donc, de la coopération. Cinquièmement, vous avez enfin l'arrivée de M. Mathias Traoré qui occupe désormais le portefeuille du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Voilà. Sixièmement, peut-être qu'il y a une autre innovation, c'est quand même l'arrivée donc ou la montée du ministre en charge de la communication désormais comme ministre d'État. Le Premier ministre a procédé à la mise en service de 2 centrales photovoltaïques à Kodeni dans la région des Hauts-Bassins et Apa dans la boucle du Mouroun. Les 2 centrales porteront la production solaire de la Sonabel à 153 MW, soit une augmentation de 31,37%. Ces centrales solaires ont pour objectif de réduire la dépendance énergétique du pays par la production d'une énergie propre et moins coûteuse. La cérémonie de mise en service est intervenue ce 16 décembre en présence de notre correspondant Serge Bado. Un champ solaire constitué de 69 608 panneaux solaires de 545-500 watts, 2486 strings de 28 panneaux solaires, 150 onduleurs de 204 kW, 5 postes de transformation de 6 MW chacun et 829 tables en système tracking, c'est la composition de la centrale photovoltaïque de Kodeni, un fruit du partenariat public-privé. Elle permettra de raccorder plusieurs ménages selon le secrétaire général de la Sonabel, Okana Ganou. Une puissance installée de 38 MW crête et couvrant une superficie de 70 hectares dans la commune de Matoukou, dans la région des Hauts-Bassins, la centrale solaire de Kodeni injectera en moyenne 63 GWh par an sur le réseau national interconnecté et permettra de raccorder plusieurs milliers de ménages
au réseau électrique de la Sonaven. Aussi, permettra-t-elle de réduire annuellement l'émission de gaz à effet de serre à travers une économie de 43 000 tonnes de CO2. Un motif de satisfaction pour le ministre en charge de l'énergie, Simon-Pierre Boussine, qui voit en ces centrales l'engagement du gouvernement d'aller dans des solutions endogènes pour une souveraineté totale du Burkina, en plus des faveurs que cela va apporter à la nationale de l'électricité. C'est deux actes majeurs qui entrent dans la politique du gouvernement sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut qu'il y ait de l'endogénéité dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous utilisons des sources endogènes pour produire de l'électricité propre et moins coûteuse, qui vient en quelque sorte non seulement sur le prix, réduire les prix, mais aussi soulager la population, parce que au-delà du prix que nous engageons dans la production d'énergie thermique, il y a aussi les taxes que la population paye, qu'on utilise pour subventionner le carburant qui rentre dans la production d'énergie thermique. Au cours de cette cérémonie, les deux entreprises en charge des travaux ont fait un don de 100 millions pour soutenir l'effort de guerre. Notons que dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises, plusieurs ouvrages sociaux ont été réalisés dans les deux communes. Le budget de l'État exercice 2024 a été voté par les députés. Ce budget se lève à hauteur de plus de 3 019 milliards de francs CFA en recettes et plus de 3 000 milliards en dépenses, dégageant un déficit de plus de 675 milliards. Le ministre en charge des Finances a expliqué que l'État compte faire recours à la dette pour combler ce manque. Alexis Wenkouni, Belmunaba. Plus de 3 019 milliards de francs CFA en recettes et 3 657,6 milliards en dépenses. C'est le budget de l'État exercice 2024. Une loi de finances votée à l'unanimité par les 70 députés présents à l'hémicycle ce 15 décembre. Le budget de l'armée passe de plus de 600 milliards à plus de 800 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17%, ce qui représente 30% du budget de l'État. Le secteur de la sécurité faisant donc partie des défis majeurs à relever, précise Dr Aboubakar Nakanabo. La part du budget de l'État allouée au secteur de la défense et de la sécurité est passée de 12,49% en 2016 à 20,27% en 2022, puis 28,42% en 2023, pour se situer à 29,49% en 2024. Il est important de souligner qu'en sus de ces efforts, les réalisations socio-économiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets, notamment le programme d'appui au développement des économies locales, le projet d'urgence pour le Sahel, le projet d'urgence pour le développement territorial et la résilience. L'épargne budgétaire, elle se chiffre à 509 milliards de francs CFA contre 273 milliards en 2023. Le ratio solde budgétaire sur PIB nominal se chiffre à 4,6 contre 4,8 en 2023. Quant au ratio fiscal rapporté aux dépenses du personnel, il passe de 49,95 en 2023 à 45,96 en 2024. Pour les 3 657,6 milliards de francs CFA en dépenses dégage ainsi un solde budgétaire global de moins 675,5 milliards de francs CFA correspondant à moins 4,6% du PIB nominal. Comment combler ce déficit? Le gouvernement burkinabé veut faire un recours à la dette. Tant qu'on a un déficit, on est obligé d'aller s'endetter pour pouvoir donc couvrir le déficit. Et le déficit s'explique aussi par le volume des besoins qui ne font que s'accroître. Donc, je crois que jusqu'à présent, nous sommes encore à un niveau raisonnable. Maintenant, il faut travailler à faire en sorte que les emprunts qui ont été donc faits puissent servir à faire des investissements productifs. Et c'est sur ça que nous travaillons. Une attention particulière est aussi portée aux secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation et le développement rural qui connaissent tous une hausse budgétaire. La part du budget de l'État hors financement extérieur alloué au secteur de la santé ressort à 11,90% en valeur relative, soit 330 milliards en valeur nominale en 2024.
Les secteurs de l'éducation regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la formation professionnelle et technique, quant à lui, absorbe 26,26% des prévisions budgétaires en 2024, hors financement extérieur. Le secteur du développement rural, composé du ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, et de celui de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement, bénéficie d'une allocation budgétaire de 137 milliards en 2024, correspondant à une part relative d'environ 5%, soit une hausse de 21,3 milliards. La barre symbolique de 3 000 milliards de francs CFA vient d'être franchie, une première au Burkina Faso. Pour le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, c'est un budget audacieux, un budget d'engagement et d'espoir. D'engagement au regard de la lutte contre le terrorisme et d'espoir au regard de l'agriculture, de l'éducation nationale, de la santé et de l'économie. À l'endroit du gouvernement, il a rappelé que les sacrifices consentis par les populations ont un prix, celui de la sécurité et de la paix. Dr Ousmane Bougma a par ailleurs invité le gouvernement à la bonne gouvernance et à la transparence. Le président de la transition a annoncé une révalorisation des primes de volontaires pour la défense de la patrie d'au moins 35%. Face aux députés, le ministre en charge de l'économie a affirmé que les primes de VDP passent à compter du janvier 2024 de 60 000 à 80 000 francs CFA. Ali Nana, coordonnateur du mouvement de la résistance populaire, salue cette décision qui va sans doute galvaniser les forces combattantes sur le terrain. Yassine Sawadogo est allé à sa rencontre. Prime d'ailleurs qui va passer de 60 000 à 80 000 à partir du 1er janvier. La prime des volontaires pour la défense de la patrie passera de 60 000 à 80 000 francs CFA à partir de janvier 2024. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective devant l'Assemblée législative de transition ce vendredi. Une augmentation saluée par le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire. Pour Ali Nana, c'est une décision qui redynamise les volontaires pour la défense de la patrie. Cette décision vient réhabiliter non seulement le mouvement pour la résistance populaire, mais surtout l'ensemble des volontaires qui sont sur les théâtres des opérations, qui mènent le combat, et ceux qui sont tombés les armes à la main. Parce que c'est une décision qui vient une fois de plus réhabiliter l'ensemble du peuple burkinabé. Parce que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a appelé à ce que les Burkinabés se mettent ensemble pour prendre en charge cette guerre-là. Il n'appartenait pas à un quelconque citoyen autre que burkinabé de mener cette guerre. Selon le coordonnateur national du mouvement pour la résistance populaire, les volontaires pour la défense de la patrie créés en 2019 n'avaient d'autre priorité que de combattre les forces du mal. En fait, les burkinabés s'engagent pas pour cause d'argent, pas pour autre chose. C'est simplement pour l'amour de notre patrie que les civils se sont engagés pour défendre cette nation-là. Sur ce terrain, depuis l'arrivée du capitaine Traoré à la magistrature suprême, le combat se mène comme il se doit. Les volontaires sont plus que jamais déterminés. Il existe les VDP et les FDS travaillent en bonne intelligence sur le terrain. Vous avez suivi un peu les différentes formations que les VDP ont bénéficiées au niveau de différentes régions. Sur le terrain, le travail se passe très bien, indique Ali Nana. Et tout cela grâce aux forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Et son appel à tout le peuple burkinabé à plus de mobilisation autour de ses combattants. Sur le terrain, beaucoup de choses se font de façon positive. Et je félicite à travers votre micro tous les acteurs civils, militaires qui sont sur le terrain et qui sont dans les grandes structures en train de réfléchir, en train de travailler et de proposer quelque chose aux forces combattantes sur le terrain. Et je crois que je vais profiter encore, inviter le peuple burkinabé à travers cette augmentation des primes des VDP
que les Burkinabés ne se lassent pas, qu'ils sachent que c'est eux qui sont en train de financer cette guerre-là et qu'aucun citoyen étranger ne viendra tomber pour défendre la terre de nos ancêtres. Il appartient aux Burkinabés de prendre en charge leur guerre, il appartient aux Burkinabés dans leur ensemble de défendre l'intégrité territoriale de ce pays-là que nous aimons tant. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, n'a cessé de revoir à la hausse la prime des VDP. L'objectif est de permettre à ces supplétifs de l'armée et mieux encourager ces derniers qui combattent chaque jour pour la restauration de l'intégrité du territoire et la gestion de la crise humanitaire. Le délit d'apparence était au cœur du débat. Il ressort que plus de 7 ans après l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, le phénomène persiste au Burkina Faso. Le RENLAC et l'ASE-LC sont revenus sur les difficultés qui entravent l'application de la loi adoptée en mars 2015. Ils interpellent par ailleurs l'exécutif, le législatif et le judiciaire à jouer pleinement leur rôle. Yassibo Oba, Sanata Séré. Le délit d'apparence est une infraction pénale assimilable à la corruption. On en parle quand tout individu est dans l'incapacité de justifier raisonnablement l'augmentation de son train de vie au-delà de 5% par rapport à son revenu légal. En mars 2015, le Burkina Faso a adopté une loi portant prévention et répression de la corruption. La tenue de cette tribune vise donc à interpeller les 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire sur l'application effective de la dite loi. Plus de 7 ans après l'adoption de cette loi, Sagado Nakanabo, secrétaire général du RENLAC, affirme que des insuffisances demeurent. Quand on annonçait la loi sur le délit d'apparence en 2015, beaucoup de citoyens se disaient que enfin, on va pouvoir savoir comment les gens font pour s'enrichir ou bien comment des gens s'enrichissent illicitement et puis on n'a pas les preuves. Mais vous voyez que 2016 à maintenant, on a bien dépassé les premières 5 années. Et puis bon, finalement, il n'y a pas grand-chose. Vous avez le magistrat vous a dit que la moisson est maigre. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut voir comment on peut booster le délit d'apparence pour pouvoir savoir en fin de compte quelles sont les fortunes tapis dans l'ombre et des fortunes indues qu'on devrait récupérer pour participer au développement du Burkina Faso. La problématique de l'application de la loi a été évoquée lors de cette rencontre d'échange, dont l'accent a été mis sur le délit d'apparence. Malgré les insuffisances et les difficultés qui subsistent, Urbain Milogo, contrôleur général par intérim de l'ASE-LC, considère cette loi comme un instrument de lutte contre la corruption au Burkina Faso. On a eu à investiguer sur des cas de délit d'apparence. C'est un bel instrument, un des meilleurs au monde d'ailleurs, comme référentiel de lutte contre la corruption en termes de prévention et de répression. Et actuellement, comme on dit, ce texte, nous travaillons sur la base de cette loi. Il y a beaucoup d'autres aspects, en plus du délit d'apparence, bien sûr. L'idée ici, c'est parce que le délit d'apparence, bon, c'est pas là où on a pour le moment eu à, j'allais dire, à attraper beaucoup de gens ou à faire beaucoup de jugements, mais on travaille sur l'ensemble de la loi. En initiant ce panel sur le délit d'apparence, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption avec ses collaborateurs entend ainsi œuvrer pour l'application de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Au cours des communications, les citoyens ont été interpellés à la dénonciation de tout cas suspect d'individus qui vivraient au-dessus de ses moyens. Former la nouvelle génération au métier de l'humour, c'est l'objectif recherché par l'artiste et comédien et humoriste Gérald Ouetraogo, dit son Excellence. En effet, ce dernier a mis sur le marché un guide pratique de formation en humour. Ceci entre dans le cadre du projet Transfert des compétences dans l'art de l'humour. Bourema Amadou. Former la nouvelle génération au métier de l'humour, c'est l'objectif recherché à travers la sortie de ce guide pratique de formation en humour. Ce livre est un manuel didactique qui contient des modules de formation dispensés par des experts du domaine, mais également des informations pratiques sur l'écosystème de l'art de l'humour au Burkina Faso.
Il servira, selon les initiateurs, de feuille de route aux humoristes nouvellement formés pour élaborer des approches pédagogiques adaptées à leur processus de transfert de compétences à d'autres futurs humoristes formateurs. Dans ce guide, les experts ont décortiqué plusieurs thèmes tels que l'éthique et la déontologie de la pratique de l'humour au Burkina Faso, l'écosystème de la pratique de l'humour au Burkina Faso, les procédés de l'humour, les méthodes et techniques de l'humour et enfin l'humour et la transformation digitale. Il faut se dire que c'est un projet qui vient combler un vide dans le paysage de l'humour burkinabé et de la sous-région, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de référentiel pédagogique en matière de formation et de transfert de compétences dans l'art de l'humour. Le livre Guide pratique de formation en humour fait suite à des séries de formations et de diffusion de spectacles au profit d'une trentaine d'artistes humoristes, pratiquants et émergents et aussi des journalistes culturels. C'est une œuvre produite par un comité composé d'une écrivaine, d'un journaliste spécialiste des questions de la science et de la culture et d'un enseignant-chercheur dans le domaine des arts et de la culture. Cette formation est appréciée par les bénéficiaires. C'était pour eux un cadre de renforcement des compétences. On a connu beaucoup de choses qu'il faut quand même transmettre pour ne pas transmettre aussi également n'importe quoi, parce que l'humoriste c'est un passage de messages et en passant les messages il faut savoir ce que tu dis et savoir aussi bien les passer pour ne pas aussi créer d'autres choses. Donc on était formé vraiment sur beaucoup de thématiques, donc je peux dire qu'on a été quand même renforcé en puissance. Moi personnellement, il y a des choses que j'ignorais en humour mais que j'ai appris et aussi la façon de transmettre aussi. Voilà, parce que tu te demandais comment je peux transmettre l'humour à quelqu'un, mais avec la formation, on a su, comme on a eu des techniques, comment transmettre et tout. Donc du coup, ça nous a vraiment aidé. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Boubacar Diallo, parrain de cette cérémonie, a tenu à encourager les humoristes émergents et surtout à les inviter à se former. Pour lui, cet ouvrage vient à point nommé. À ces jeunes-là, je vais dire qu'il faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup se cultiver, il faut regarder ce que les devanciers ont fait, il faut se nourrir de l'humour des autres, il n'y a pas de mal, et pouvoir créer son propre humour. Et son propre humour, c'est aussi adapté au public, parce que le même humour ne marche pas au Burkina Faso, c'est pas la même chose que si vous allez en Europe ou ailleurs. Composé de 213 pages, ce manuel s'articule autour de deux grandes parties. La première consacrée au module de formation des experts et la deuxième aux informations pratiques sur l'univers de l'humour au Burkina Faso. Ce projet de formation aboutissant à l'élaboration du guide pratique de formation en humour est soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, et l'Union européenne à travers le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Plus de 2 millions de personnes souffrent de maladies de reins au Burkina Faso. L'on enregistre cependant environ 200 000 cas d'insuffisance rénale chronique et 20 000 sont à la phase terminale. Nous sommes allés à la rencontre de personnes souffrant de cette maladie et ayant subi une transplantation rénale. Les témoignages de ces patients dans ce reportage signé Sanata Serré. Zena Boudrabo, la soixantaine bien sonnée, souffre d'une maladie rénale génétique depuis 2011. Elle dit avoir été diagnostiquée après le décès de son père et celui de son frère suite à une insuffisance rénale. Après une série d'examens, elle commence alors des séances de dialyse qui ont duré environ 6 mois. Un processus artificiel qui consiste à éliminer les résidus et liquides en excès dans l'organisme. C'est en 2012 qu'elle subit sa première transplantation rénale en France. Cette intervention chirurgicale consiste à remplacer un rein défectueux par un rein sain prélevé sur un donneur. Et le donneur bénévole de ce rein qu'a reçu Dame Drabo était son frère. Un nouveau rein sain qui lui a permis d'échapper à la dialyse, qui selon elle était très contraignante. Donc c'est en 2011, le 19 août 2011, que j'ai pu aller en France chez Dr Kintega, qui a fait ma prise de sang et qui a vu que la créatinine était élevée. Et c'est lui encore qui a téléphoné à mes frères et sœurs ici. Et c'est au mois de juin, le 12 juin, j'ai été admise à l'hôpital pour pouvoir être greffée. Korga Tamboura
âgé de 63 ans, souffrait également d'une insuffisance rénale. Lui, par contre, dit avoir refusé de faire la dialyse au regard des difficultés que rencontrent les patients dialysés dans les centres médicaux au Burkina Faso. Depuis près de 16 mois, il vit avec un nouveau rein qui lui a été offert par son épouse. C'est pas le docteur Kentra, Roland, qui est en Europe, là-bas en France. Et il vient de temps en temps ici. C'est par lui que j'ai appris que non, qu'on peut toujours envisager, il y a toujours une solution. Au lieu de dialyse, on peut envisager une transplantation. Je regardais sur YouTube chaque fois les émissions sur les transplantations rénales. Bon, la plupart du temps, ça se passe bien. C'est ainsi qu'on est parti au Pakistan depuis le 24 juillet. Et on a pu faire cette transplantation le 20 août 2022. Sincèrement, la transplantation s'est bien passée. Vraiment, je n'ai senti aucun mal, aucune douleur. La greffe rénale, selon les spécialistes, est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale. Elle peut être réalisée à partir d'un donneur décédé en état de mort encéphalique ou d'un donneur vivant. Le don de rein est volontaire et le candidat doit faire l'objet d'un bilan médical complet pour s'assurer de la compatibilité entre lui et le receveur et de la bonne santé du rein. Est-ce qu'il y a un de mes frères qui était compatible avec moi? Donc il y en avait un. Bon, la compatibilité y était, mais lui, il avait un autre problème. Il ne peut pas être donneur. Donc lui, il est revenu et il y a son frère maintenant qui est venu. On a fait tous les examens. On est parti au tribunal pour qu'ils disent si vraiment on l'a forcé ou pas. Il a dit oui, lui, il préfère sauver sa sœur. Madame Tamboura, quant à elle, dit ne pas avoir hésité une seconde à donner un rein à son époux. Un geste dont elle est fière aujourd'hui. Son mari et elle ont retrouvé une vie quasiment normale, juste quelques mois après cette intervention chirurgicale. Il souffrait vraiment beaucoup. Quand le docteur Kekida a dit de Roland que s'il recevait un rein, il va s'établir comme avant. C'est mon mari, j'étais obligée de lui donner mon rein pour qu'il vive. Il se sent bien, moi-même je me porte bien. Moi, depuis qu'on a fait mon intervention, un mois, je ne prenais plus de comprimés ni rien. La durée de vie moyenne d'un rein transplanté varie entre 10 et 15 ans. Avec le temps, Zena Boudrabo, qui avait subi une transplantation rénale en 2012, a vu ses reins se détérioriser à nouveau au fur et à mesure. En 2020, elle a été atteinte du Covid-19, qui selon elle a occasionné sa rechute. Depuis environ 1 an, elle dit avoir repris la dialyse et est en attente d'un nouveau donneur. Mon greffon a commencé à lâcher parce que quand j'ai quitté l'hôpital, le professeur, le chef de service, il m'a dit, bon, la greffe, je te souhaite une longue vie. Mais souvent, c'est 10-15 ans. C'est ce qu'il m'a laissé entendre. Je précise que la première vague du Covid aussi ne m'a pas aidé. Puisque je tenais toujours, malgré que ça a commencé à se dégrader. Mais en 2000, j'ai fait la première vague de Covid et j'ai fait même le coma. Donc je pense aussi que ça ne m'a pas aidé dans l'entretien aussi du rein. L'insuffisance rénale est difficile et coûteuse à traiter. C'est pourquoi il est conseillé aux populations de contrôler de façon périodique leur fonction rénale à travers des examens de dépistage précoce. Selon les données statistiques, le Burkina Faso enregistre environ 2 millions de malades de reins. De ces malades, plus de 200 000 souffrent d'insuffisance rénale chronique et 20 000 sont à la phase terminale. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition de 13h. Bon après-midi.